Très heureuse de vous retrouver encore ce dimanche, mesdames et messieurs, pour notre messe dominicale. La semaine passée, c'était une personnalité de l'opposition en politique et l'alternance oblige à Congo Web Télévision. Ce dimanche, c'est la majorité présidentielle qui a droit à la parole. Aujourd'hui, je reçois donc l'un des communicateurs de cette plateforme, Makolo Kotambola, et avec lui, nous allons débattre des grands thèmes de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Makolo. Merci de m'avoir invité, madame. L'actualité est tellement riche, nous entrons directement dans le premier condensé qui est lié au point de presse de la MP par rapport aux arrangements particuliers. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, eh bien, le dialogue a repris timidement, en tout cas à la SENCO. Donc la SENCO a eu cette audience avec la MP et le rassemblement. Et évidemment, nous avons aussi la réaction de Francis Kalombo depuis Paris par rapport à la candidature à la primature de M. KTB Katutu. Plus de détails donc dans ce premier condensé. La rencontre de ce jeudi entre le Rassemblement et la SENCO a tourné autour de la question de la désignation de l'autorité morale de cette plateforme en remplacement de Etienne Tshisekedi, mais également de la personne qui devra assurer sa succession au Conseil de suivi de l'accord, mais aussi du processus de nomination du Premier ministre. De précision avec Christophe Lutundula. Concernant l'interface et la succession à la tête du CENSA, nous avons demandé à la SENCO de nous donner un délai de grâce de 48 heures pour que nous puissions lui présenter des réponses qui conviennent. Pour le Premier ministre, la majorité a posé ces conditions. Elle demande plusieurs candidats. Nous avons estimé et nous continuons à estimer, nous persistons et nous signons que nous devons nous en tenir à la lettre et à l'esprit de l'accord. Avec la majorité présidentielle, les échanges ont tourné autour des obsèques d'Etienne Tshisekedi. Nous avons échangé sur les bonnes stratégies qui doivent être entreprises pour que la nation ne puisse pas souffrir plus longtemps de cette période d'obsèques étant africaine. Nous devons mener les obsèques jusqu'au bout. Alors comment concrètement nous allons faire? Nous leur avons expliqué ce que le gouvernement est prêt à faire et nous leur avons demandé aussi de pouvoir s'impliquer pour que tout cela se termine et que nous revenions le plus tôt que possible aux problèmes qui nous séparait de la signature de l'arrangement particulier. S'agissant de la désignation du Premier ministre, les divergences persistent. Le secrétaire général de la SENCO, l'abbé de Saint-Cholet, précise. Deux points de vue jusque-là qui persistent. Pour le rassemblement, il faut un seul nom. Pour la majorité, il faut 3 noms. Signalons que la SENCO compte rencontrer le chef de l'État Joseph Kabila dans les heures qui suivent pour aplanir les divergences qui persistent. Exceptionnel des parties prenantes. Mode de désignation du Premier ministre issu de l'accord de la SENCO, la MP campe sur sa position. La majorité présidentielle estime qu'à ce stade, elle n'a pas un acte autre à poser si ce n'est qu'attendre l'issue des échanges. Elle confirme que la balle est dans le camp du rassemblement qui doit 1. Présenter la liste de candidats Premier ministre, 2. Présenter un candidat président du CENSA à accepter consensuellement. Du président du Conseil national de suivi de l'accord, la famille politique du chef de l'État appelle à un consensus autour du nom du remplaçant d'Etienne Tshisekedi. Comme il vous a été dit, M. Etienne Tshisekedi a été désigné président du CENSA intuitu personnel, à titre personnel. Et le processus de son remplacement doit suivre la même procédure, c'est-à-dire que toutes les parties doivent s'asseoir et se convenir de manière consensuelle sur le nom de la personne qui va le remplacer. Je voudrais ici en appeler à la bonne foi du rassemblement pour qu'il ne soit pas créé un sujet de crise à ce sujet-là, parce que les choses sont toutes claires. Au milieu de ce qui s'apparente à un blocage, qu'en est-il du processus électoral? Le processus électoral est irréversible et la
CENI vient de dire que fin juillet, elle pense terminer avec l'enrôlement. Et l'enrôlement, c'est justement la constitution du corps électoral. Pour la MP, la balle est désormais dans le camp du rassemblement qui risque d'être le seul responsable d'un échec éventuel de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et maintenant, quant à cette candidature, est-ce que cette candidature pourrait être acceptée? Mais je pense qu'il y a plusieurs préalables qui ne seront pas remplis par KTB, puisque la Constitution impose la géopolitique. Kabila, le président de la République étant katangais, le Premier ministre un autre katangais, ça risque de ne pas être accepté. Donc sa candidature sera d'office rejetée. Et moi, je pense que, bon, les ambitions, on peut les exprimer. La candidature, on peut la présenter puisque nous sommes en démocratie. Maintenant, les critères... Makolo Kotambola, je reviens à vous. C'est vrai que je saute un peu parce que notre président qui nous suit personnellement nous envoie un élément par rapport à l'Angola. On laissait l'Angola est déjà sur le point de lancer son premier satellite, en tout cas via Moscou, via l'URSS là-bas. L'Angola est en train d'évoluer, mais on a l'impression qu'ici en RDC, on est en train de parler, et en tout cas permettez l'expression, des boutilles aujourd'hui. Aujourd'hui, on se bat pour ce poste de Premier ministre en République démocratique du Congo. Alors pour vous, Makolo Kotambola, où se trouve le blocage? Parce que selon le Tundura, nous l'avons suivi, et selon Geneviève Vinagosi, il nous faut un Premier ministre selon l'accord du 31 décembre. Le rassemblement propose un nom selon l'esprit de l'accord, et vous voulez 3 noms. Est-ce que c'est pour ça que vous allez mettre le pays KO aujourd'hui, Makolo Kotambola, franchement? Madame, j'aurais aimé que vous posiez cette question aux amis du Rassemblement. Je vous ai sur le plateau. Parce que, franchement... Vous connaissez quand même l'esprit et l'accord de si j'étais membre du Rassemblement, je vais vous dire comment je ferais. 1. Je présenterai 3 noms. Et les noms de 3 personnalités capables, si elles sont choisies, de faire un très bon Premier ministre. Je ne vois pas pourquoi le Rassemblement bloque. Madame, nous ne cassons pas... Nous le dit clairement, on va présenter le candidat Premier ministre. Donc, un seul nom, c'est prévu dans l'accord. Ça n'est pas ça. L'esprit et la lettre de l'accord. L'esprit et la lettre de l'accord, ça n'est pas ce que vous êtes en train de donner comme interprétation. L'accord du 31 décembre ne casse pas l'armature constitutionnelle du pays. Vous savez qu'au terme de la Constitution, c'est le président de la République qui a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de nomination du Premier ministre. Ça, c'est la Constitution. On ne nous a pas dit qu'au centre interdiocésain, on avait mis entre parenthèses la Constitution qui règle les affaires dans ce pays. Donc, si nous sommes respectueux de notre Constitution, nous devons retenir ce que j'ai dit tout à l'heure. Il appartient au président de nommer le Premier ministre. Il ne faut pas que le Rassemblement impose le choix du Premier ministre au président de la République. Ça, c'est tout à fait clair. Cette même Constitution, Makolo Kotambola, vous êtes tous illégitimes. Du président de la République, le Sénat, les députés, tous sont hors mandat. À période exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Non, madame. Le président aujourd'hui, le président de la République aujourd'hui a encore cette prérogative aujourd'hui de dire que non, parce que je suis président de la République, mais les délais sont dépassés. Non, madame, je suis au regret de vous regarder dans les fonds des yeux et de vous dire que vous avez tort. Vous avez tort, pourquoi? Parce que l'article 70, alinéa 2 de la Constitution, voyez, depuis le début de mon propos, je n'invoque que la Constitution. Eh bien, que dit-il, cet alinéa 2? Le président de la République
à la fin de son mandat, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous avez compris, madame? Non, attendez. Vous me posez des questions. Je vous en prie. Permettez-moi de répondre pour que ceux qui nous suivent en saisissent quelque chose. Vous avez dit que le président, l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient pas légitimes. Je vous dis tout de suite, non. Aujourd'hui, ils sont aussi bien légaux que légitimes. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas d'autres institutions correspondantes, les institutions qui sont en fonction aujourd'hui continuent à fonctionner jusqu'à ce que viendra le temps d'installation des autres institutions élues. Donc, pour vous dire combien ceux qui veulent penser, ceux qui pensent que les centres interdiocésains est une sorte de mise entre parenthèses de la Constitution ont tort. Ce que nous avons convenu au centre interdiocésain, c'était que le Premier ministre devra provenir du rassemblement, de l'opposition bas rassemblement. Là, déjà un acquis. Maintenant, oui, ça c'est un acquis et personne ne lui revient. Le nombre de 1 à 3. Il faut que le rassemblement ne prenne pas le risque de bloquer la machine en refusant de donner les 3 noms, pour ainsi permettre au président de la République d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Il ne faut pas qu'on impose le choix au premier d'entre nous. C'est clair, c'est net. Ok, par rapport à Tshisekedi, comme vous le savez, en tout cas, nous réitérons encore nos condoléances à la famille politique du président Étienne Tshisekedi. Il est parti, mais Geneviève Inagozi, il a bien souligné, on l'avait choisi à titre personnel, intuite personae, comme on le dit si bien en latin. Et aujourd'hui, c'est encore un autre problème qui vient créer un blocage. Est-ce qu'en RDC, les gens ne peuvent vraiment pas s'entendre pour faire évoluer un peu les choses? Nous, aujourd'hui, nous sommes parmi les derniers pays parce que nous sommes là. Une petite chose qui nous bloque et pourtant le pays est en train de mourir aujourd'hui. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de l'Angola. Madame, je vais peut-être surprendre beaucoup de gens qui nous suivent. Savez-vous qu'en Angola, on n'élit pas le président de la République par un suffrage direct comme cela? Le parti qui gagne les élections législatives, c'est-à-dire majoritaire au Parlement, choisit en son sein celui qui va diriger le pays. Ça permet quoi? Ça permet de prendre l'argent qui aurait dû se perdre dans les méandres de l'organisation des élections fleuves, étage par étage, locales, municipales et ainsi de suite, législatives, nationales. Et on dit, prenons cet argent-là. Essayons de concevoir un système qui permette que les choses se fassent à moindre coût. Prenons cet argent-là, mettons-le plutôt dans les terrains du développement. Ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent essayent de concevoir des stratégies qui permettent d'orienter l'argent vers le développement. Nous passons notre temps à dialoguer. Parce qu'il faut que les uns et les autres deviennent premiers ministres, y compris quand on se sait même incapable de faire face à ce type de responsabilités. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que de notre côté, en tant que parti de la majorité présidentielle, nous disons Tshisekedi avait été choisi unanimement comme la personne pouvant gérer cette commission. Eh bien, maintenant que Tshisekedi n'est plus, en fait, tabula rasa, on reprend tout à zéro. On reprend tout à zéro, quitte à ce qu'on trouve une personnalité autour de laquelle il y aura consensus. En tout cas, les temps chez les Congolais, je reprends cette phrase toujours, on a l'impression qu'on a RDC, le temps ne nous dit rien. Nous sommes déjà presque au fin du mois de février déjà. Vous savez,
Si, on veut tourner autour du pot pendant combien de temps? Si le deuil ne nous avait pas frappé, la majorité présidentielle était sur le point de régler 2-3 choses rapidement. Maintenant que le président Tshisekedi n'est plus, il faut que nous observions le temps de deuil. Aussitôt que la famille permettra que le corps de l'illustre disparu soit enterré, on reviendra. On reviendra. Il n'y a absolument aucun problème de notre côté. Nous pensons que le rassemblement devra arrêter un peu ce qui se passe en son sein maintenant, les difficultés de tout genre, les contradictions, les uns et les autres recherchent tel ou tel autre poste. Il y a des trucs terribles qui se passent maintenant au sein de l'opposition politique au Congo. Tout le monde se bouscule au portillon, les uns pour les postes de Premier ministre, les autres, je ne sais pour quel autre poste. Attention, nous n'avons pas, vous avez raison, le temps à perdre. Nous voudrions que aussitôt la période de deuil terminée, qu'on règle les questions essentielles. Par rapport à la candidature probable, comme on l'a ouï dire, de Katebe Katoto. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Je n'ai aucune opinion. Je suis membre de la majorité présidentielle et je ne puis avoir des points de vue s'agissant de la candidature de quelqu'un de l'opposition. Mais bon, vous savez, nous sommes en démocratie. Je ne suis pas toujours d'accord avec Francis Kalombo, mais là, je le rejoins pour dire en démocratie, chacun est libre de déposer sa candidature. Mais il y a un point géopolitique aussi qui est en sa défaveur. C'est tout à fait, c'est pour ça que je disais que j'étais d'accord avec lui, mais qui suis-je? Je ne suis que un simple citoyen comme tous les autres. En démocratie, chacun peut faire acte de candidature. Mais ce qui retient mon attention dans cette gesticulation, y compris de M. Katebe Katoto, c'est qu'il n'y a pas unité dans les rassemblements. Qu'est-ce que c'est qu'un rassemblement lorsqu'il n'est pas uni? Ça n'est pas un rassemblement du tout, ça devient une sorte de bateau sans capitaine qui navigue à vue, peut-être encore une barque de pirates. Parce que je ne vois pas comment un groupe responsable peut avoir des membres qui se comportent comme ça, chacun tire de son côté et ça fuse de partout, ça devient ridicule même en période de deuil. On ne devrait pas parler candidature en période de deuil si on respecte encore nos coutumes. Dans ce dossier de deuil, comme vous le savez, la dynamique de l'opposition est allée signer par rapport au deuil d'Etienne Tshisekedi, le livre des condoléances. Nos confrères, en tout cas de la presse politique aussi, piloté par John Lungila, est allé aussi signer. Comme vous le savez, entre nous, journalistes et politiques, nous avons des liens très très spéciaux. Et nous avons terminé par la mise au point d'Alexis Mutanda, voilà, qui a été agressé, entre guillemets, au siège de l'UDPS où se tient le deuil d'Etienne Tshisekedi. Nous sommes en la permanence de l'UDPS. Le climat est plutôt détendu. Dans un esprit de recueillement, la délégation de la dynamique de l'opposition a tenu à s'acquitter de ce devoir de signer dans le livre de condoléances. L'initiative de l'UDPS est réservée à toute personne, structure, désireuse de rendre un hommage mérité au Sphinx. Dans les chefs des membres de la dynamique, l'émotion est toujours aussi grande, près de 2 semaines après la mort de Tshisekedi. Mais la détermination de poursuivre la lutte de l'homme de la 10e rue n'est pas moindre non plus. Ce monsieur que nous pleurons aujourd'hui, et c'est un grand monsieur. Et nous devons continuer sa lutte. Il a commencé une lutte, il nous a donné le goût de combattre pour le pays. Il nous a montré, il nous a donné l'exemple du don de soi pour son pays. Il s'est donné pour son pays. Tshisekedi s'est abandonné. Il n'était plus lui. Il s'est confondu avec le peuple. Et c'est comme ça qu'il aimait dire tout le temps, le peuple d'abord.
et j'ai participé à plusieurs rencontres. J'ai eu beaucoup de réunions avec le président Tshisekedi, mais la dernière réunion qui m'a marqué, c'était quand il m'a demandé, avec quelques-uns, d'être là pendant qu'il discutait avec les évêques. Et à une question qui lui a été posée par les évêques, il a répondu simplement « Et le peuple? Qu'est-ce que je vais faire du peuple? J'ai lutté, j'ai mené un combat toute ma vie pour ces peuples-là. Où est-ce que vous mettez le peuple ?» Pour Fayulu, ils sont certes restés orphelins, mais héritiers des valeurs qu'incarnait Étienne Tshisekedi, que la dynamique compte pérenniser. Il est venu témoigner sa reconnaissance à celui qui fut le père de la démocratie. Le collectif de journalistes chroniqueurs politiques était ce mardi au siège de l'UDPS. Reçu officiellement par Peter Kazadi, conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi, cette délégation, conduite par son président, va rendre hommage en signant les livres de condoléances. John Lungila, président du collectif de journalistes chroniqueurs politiques, explique. Nous estimons, nous, journalistes chroniqueurs politiques, nous qui avons eu l'opportunité d'interviewer le président Tshisekedi, de participer dans ce point de presse, de recevoir ses collaborateurs, les membres de son parti, dans le cadre de la communication politique de son parti, nous estimons qu'on ne pouvait pas rester indifférent ni en écart. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour lui exprimer ce que nous avons écrit sur ces livres d'or des condoléances. Cette démarche n'est loin d'être politique, a précisé le président du collectif de journalistes chroniqueurs politiques. Ce n'est pas une démarche politique. Nous ne voulons pas être confondus à un camp politique, à une tendance politique. Nous sommes journalistes. Nous estimons que pendant que le pays est en train de lui rendre hommage, nous avons aussi droit au chapitre et c'est ce que nous avons fait. Ces hommages est une manière pour ces journalistes de saluer le combat et la lutte du Sphinx délimité. Nous reconnaissons son combat pour la démocratie dans notre pays, mais surtout pour la liberté d'expression qui, en fait, c'est un peu une gage pour nous, journalistes. Nous ne pouvons pas exercer ces métiers de journalistes si la liberté d'expression n'est pas garantie. Et pour une personne qui a donné une grande partie de sa vie de manière à ce que cela soit effectif, on ne peut que lui rendre hommage. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous demandons aussi à d'autres qui se reconnaissent en lui de faire la même chose, de nous emboîter le pas. Le collectif de journalistes chroniqueurs politiques dit œuvrer pour la promotion de la démocratie et l'état des droits en République démocratique du Congo. Cette photo est l'une des plusieurs publiées dans les réseaux sociaux et dans certains médias faisant état de l'agression d'Alexis Mutanda. Je n'ai pas été touché. Pour preuve, je n'ai pas besoin de guide pour marcher, a soutenu l'ancien secrétaire général de l'UDPS. On a vu surgir quelques jeunes gens, spécialement un qui était excité. Il a été rejoint par d'autres personnes, ce qui a provoqué bien sûr la réaction de gardes, qui étaient bien sûr beaucoup plus nombreux que le petit groupe qui s'agitait. Jusqu'au moment où, évidemment, on a constaté naturellement un jet de pierre. Alors il a ramassé des cailloux qui se trouvent dans la parcelle et puis il jetait ça dans notre direction. Ce qui a provoqué la réaction également de la garde qui les empêchait de le faire. Bien que minimisé, cet incident est très symbolique pour les idéaux que prône l'UDPS. 35 ans de lutte, et cette lutte évidemment a été engagée contre la dictature de M. Mobutu et la dictature de M. Kabila. Et les changements au pays veulent dire tout simplement la démocratie. Déplorant la vitesse avec laquelle cette information a circulé au sein de l'opinion, Alexis Mutanda appelle la presse au professionnalisme. Lorsque vous sautez sur, disons, un élément que vous avez vu qui est peut-être sensationnel pour vous, évidemment, lorsque les gens découvrent la vérité plus tard, et on va vous prendre pour un farceur, pour... Après avoir signé dans le livre des condoléances, le patron de CNTV promet d'être présent aux obsèques du Sphinx, dont il souhaite la réussite avec son engagement, n'en déplaise à ses détracteurs.
Makoloko Tambola, je sais que vous êtes de la majorité présidentielle. Ne me rétorquez pas que vous n'avez rien à dire par rapport à l'opposition. Mais Tshisekedi aujourd'hui en tout cas, a été un personnage qui a vécu et qui a marqué l'histoire de notre pays pendant des décennies. Et si on vous demandait un tout petit peu de définir un peu le tshisekedisme ou l'héritage que nous lègue aujourd'hui Étienne Tshisekedi, que répondriez-vous? D'abord, avant de répondre à votre question, je vais vous dire que en tant que citoyen congolais, je suis triste. Triste d'avoir perdu un grand monsieur. Tshisekedi était peut-être de l'opposition, mais c'est quelqu'un qui a lutté pour la démocratie dans ce pays. C'est quelqu'un qui a fait face à des choses terribles, surtout pendant la Deuxième République. Si Tshisekedi a pu exercer de manière totale sa liberté d'homme public, c'est à l'avènement, véritablement, pendant, il faut dire, les 7 dernières années de Mobutu, donc les 7 ans de la transition, juste après le discours du 24 avril 1990. Et puis, on a vu véritablement les Tshisekedi en action sur les champs politiques avec tout ce que cela comporte comme acquis de démocratie, avec l'arrivée de Mouzé et surtout maintenant avec la prise de pouvoir de Joseph Kabila. Est-il réellement pour vous, Étienne Tshisekedi, le père de la démocratie congolaise? Non, il n'est pas le père de la démocratie. Pourquoi? Là, je vous parle comme historien aussi. Tshisekedi, avec Mobutu, ont participé à la casse de la démocratie en 1960. Tshisekedi a été, avec Mobutu, les artisans de la prise du pouvoir contre la démocratie. En 60 ou en 65? D'abord, lorsque on met en place 61, lorsqu'on met en place 62, lorsqu'on met en place le collège des commissaires généraux, Tshisekedi, ça c'était une période terrible où on a confisqué le pouvoir au peuple. On écarte Lumumba. Voilà le père de la démocratie congolaise. Lumumba Patrice. Un autre père de la démocratie congolaise, Kasavubu Joseph. On ne peut pas parler de Tshisekedi comme père de la démocratie parce que vous parlez de quelle démocratie? La démocratie est née en 1960. Mais il a quand même et la démocratie a été... On a cassé le processus démocratique avec cette rocambolesque histoire du collège des commissaires généraux. Et Tshisekedi en était un. 65, le premier gouvernement de Mobutu avec Léonard Moulamba, Premier ministre, Tshisekedi est membre, ministre de l'Intérieur. Vice-ministre? Non, il était vice au collège des commissaires généraux. Il était adjoint à Liaou Marcel, commissaire général à la justice, adjoint de Liaou Marcel. Ça, c'est le collège des commissaires généraux. Mais en 66, il était ministre full. Il était full ministre de l'Intérieur. Donc Mobutu prend le pouvoir, Tshisekedi ministre de l'Intérieur. Vous avez compris ça, madame? On ne peut pas en même temps mettre un coup d'arrêt à la démocratie, au système du pluralisme politique amorcé en 1960 et être... Pardon, les latins disent on ne dit que du bien des morts. Mais au nom de l'histoire, je ne peux pas laisser dire ça. Donc, je sais qu'il a travaillé très fortement en tant que l'un de 13 parlementaires à restaurer cela. Donc c'est peut-être une manière pour lui de payer sa facture. Maintenant, on aura beaucoup de choses à dire autour de Tshisekedi. Il a ses vertus comme il a ses travers. Moi, je laisserai l'histoire juger
cet homme qui, pour ma part, est un grand homme, comme tous les hommes, avec leurs défauts et avec leurs qualités. J'aimerais aujourd'hui, parce que nous les pleurons, ne m'appesantir que sur ces qualités qui sont énormes. Ou un mausolée, comme une certaine opinion le pense, titre d'héros national et tout ça, pour vous, il le mérite? Je ne voudrais pas répondre à des questions pour pas donner l'impression que j'aurais voulu jeter de l'huile dans le feu. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut qu'il soit élevé au rang des héros nationaux. Voilà. Je ne le suis pas. En tant que lumumbiste, je ne le suis pas. Bon. Maintenant, il n'y a que moi qui peut dire des choses comme ça. Mais nous sommes 80 millions d'habitants et nous avons un gouvernement. Si le gouvernement estime qu'il faut élever Tshisekedi au rang des héros nationaux, et je vais constater cela, moi, je ne le ferai pas. Si la décision pouvait venir de moi. Mais est-ce qu'il faut l'enterrer dignement? Il faut un mausolée, il faut tout ça. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une commission qui travaille autour de ces questions, gouvernement, famille politique et famille biologique. Donc j'aimerais que cette commission nous disent les choses telles qu'elle les conçoit. Vous avez suivi la réaction mise au point d'Alexis Moutanda. En tout cas, ça avait fusé sur les réseaux sociaux et il fustige un peu le travail rapide. Moi, je dis des journalistes parce qu'aujourd'hui, c'est l'Internet qui nous met au pas aujourd'hui. On a vu comment il a été agressé. Lui a fait sa mise au point et il a dit non, c'était une sorte d'incompréhension. Est-ce que pour vous, ce deuil-là déjà, vous avez entendu aussi comment c'était aujourd'hui l'église Saint-Dominique à Limité, comment ça a été saccagé. C'est pas seulement à Limité, c'est aussi à l'intérieur du pays. Est-ce que ce deuil on aura la capacité de sécuriser en tout cas ce deuil aujourd'hui? C'est la volonté du gouvernement. Le gouvernement voudrait que les choses se passent bien. Tshisekedi, président de l'UDPS, certes. Tshisekedi, démocrate, certes. Mais Tshisekedi, ancien premier ministre. Ça n'est pas rien. Et il faut que le gouvernement, il l'a déjà dit d'ailleurs, prenne toutes les responsabilités pour que les obsèques de ce grand homme se fassent dans la paix et dans la sérénité. Le problème, madame, c'est l'UDPS. Le problème, c'est la meute qui est entretenue par l'UDPS. Vous vous rendez compte? Les vieux meurent, on bloque les artères de la ville, on impose aux automobilistes l'achat des brindilles, on impose aux automobilistes l'achat des petites photos, on impose aux automobilistes au risque de voir les vitres de leurs véhicules cassées. C'est terrible. Il fallait passer à proximité du siège de l'UDPS pour rencontrer cette meute. Ça n'est pas acceptable. Ça montre, madame, je le dis avec gravité, ça montre combien ce parti dit non violent est d'une violence inouïe. Pourquoi taper sur Moutanda? Même si vraisemblablement, Monsieur Moutanda, que j'admire, veut essayer de dédramatiser parce que c'est qui s'est pas. Regardez son âge. On doit taper sur un député national simplement parce qu'il a dit non à la recommandation de Tshisekedi de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. C'est l'une des raisons qui ont fait et que cette meute-là s'acharne sur lui. On a tapé sur ce monsieur parce qu'il y a des listes qui circulent. Des noms de personnalités, des noms de personnalités. Oui, j'ai entendu. Que vous irez signer le livre de condoléances comme vous n'irez pas. J'ai entendu dire qu'il y avait une liste qui circulait. Vous êtes dedans, hein, je suis dedans avec une croix à côté. Donc c'est ridicule. Vous regardez comment c'est terrible. Comment l'UDPS est capable de montrer une violence inouïe. Aujourd'hui, les membres de l'UDPS commencent à casser les églises. Madame, est-ce que vous êtes sûr que ce sont les membres de l'UDPS? Terrible. Vous êtes sûr que ce sont les membres de l'UDPS? Tout à fait certain. C'est
pas bien comme cela. Parlons avec les gens. N'allons pas... J'ai vu la statue de la Sainte Vierge Marie cassée. Ça n'est pas normal. Et je le dis aux catholiques qui me suivent, ça n'est pas acceptable. Que l'on casse les statuettes, que l'on viole les lieux de culte. Aujourd'hui, les chrétiens de l'église Saint-Dominique n'ont pas prié dans l'enceinte de leur église. Nous allons continuer. Vous trouvez ça normal? Nous allons continuer parce que nous prenons maintenant un petit retour vers l'histoire, un grand pas vers 2011, l'explication de notre rédaction par rapport à la prestation d'Étienne Tshisekedi. Vous vous rappelez de cette image quand il avait prêté serment chez lui comme président de la République, le président élu, et la réaction du G7 par rapport à la date du 16 février qui est, on a l'impression, passée vraiment inaperçue cette année. Pierre Lumbi et le G7 ont tenu à fixer l'opinion sur la situation actuelle du pays. S'agissant de la répartition des postes au niveau de la primature et du CENSA, ce regroupement politique va être direct. En ce qui concerne le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, le G7 appelle l'opposition politique à la cohésion et à l'unité sans faille afin de satisfaire aux aspirations de notre peuple. Aussi, le G7 renouvelle-t-il sa position quant à la primature qui doit revenir à l'UDPS compte tenu de son poids politique. Mais pour ce qui est de la présidence du Rassemblement, au regard des principes d'équilibre, de cohésion et d'unité, le G7 considère que la dite présidence doit revenir à une autre composante politique. Une prise de position révélée en ce jour commémoratif des martyrs de la marche des chrétiens de 1992. Une commémoration célébrée sous le choc à cause de la disparition de celui que le G7 considère comme père de la démocratie, Étienne Tshisekedi. À cette occasion, une minute de silence sera observée en sa mémoire, ainsi qu'à celle de Charles Mwando Simba, respectivement président et vice-président du Conseil des sages du Rassemblement. Quiconque veut conduire son peuple, il doit aspirer à en diriger les esprits. Et les esprits sont dirigés par des gestes. Il y a une gestuelle du symbole qui est adaptée pour diriger les esprits. Prêter le serment. Quel enseignement? Quel enseignement? C'est hautement significatif. C'est la prise en charge des esprits qu'il croyait avoir voté pour lui et l'avoir plébiscité comme président de la République. Il posait ce geste devant ses esprits pour dire « j'ai accompli ». Il a montré qu'il était le chef, qu'il était le maître. Quand il prête serment, comme nous venons de le dire, c'est un acte hautement pédagogique. Et le mot est sorti sur cette table pour dire « prise en charge, prenez-vous en charge, portez votre croix, parce que ce qu'on vous dit là n'est pas vrai. Prenez-vous en charge, comme moi je prends en charge. » Il a voulu montrer au peuple congolais que tout ce qui se fait est illusion. Ma foi, comme je l'ai écrit dans un de mes bouquins, l'illusion tragique du pouvoir. Tshisekedi a voulu montrer aux dirigeants du Congo, depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui, que nous baignons tous dans ce que moi j'appelle l'illusion tragique du pouvoir. C'est ça le tshisekedisme. Très bien. Marc Lokotombo, est-ce que vous vous rappelez de cette prestation de serment? Vous avez suivi l'explication de ces grands professeurs. C'est le gestuel, c'est la symbolique. Tshisekedi voulait remercier dans ces gestuels ceux qui l'ont voté, qui ont mis leur confiance en sa personne. Vous voyez, moi j'avais ri aux éclats. Parce que c'est quand même terrible, c'est rocambolesque comme histoire.
il prête serment dans sa parcelle sous le manguier avec moins de 10 personnes. Il a la Bible et puis il prête serment. Il fallait le faire. Il fallait vraiment le faire. Parce que ce qu'il dit, en fait, c'est les combattants. Il fonctionne comme un monsieur qui ne vit qu'en disant non. En disant non au système. Tshisekedi, c'est monsieur non par excellence. Et je ne suis pas le premier à le dire. Jeune Afrique l'a écrit. Monsieur qui dit non. Eh bien, il a dit non à Mobutu. Il a dit non à Laurent Désiré Kabila. Il a commencé par dire non à Lumumba. Sans raison, vous en êtes sûr? Il a quand même ses raisons. Ben, il y a des moments où les noms de Tshisekedi étaient si retentissants. Autant j'étais d'accord avec lui quand il s'attaquait à Mobutu, pour des raisons évidentes. Il fallait la reprise du processus de démocratie dans le pays. Autant je ne suis pas d'accord avec lui. Joseph Kabila. Non, les Tshisekedi du temps de Joseph Kabila, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est... Il a été constant dans son combat, non? Non, mais la constance... Qui n'est pas d'accord, il dit non, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que les temps ont changé. Avant, c'était contre la dictature, on pouvait dire non et ça pouvait se comprendre. Lorsque vous participez à une élection... par exemple, que ce système est dictatorial. Vous l'avez interdit de penser ainsi. S'il a des éléments qui prouvent que ce système est dictatorial. Les drames de Tshisekedi, c'est que face à la décision des observateurs internationaux qui sont venus ici nous aider pour regarder de très près les résultats des élections, il a dit non. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient dit, ces observateurs? Il y a eu des problèmes dans les opérations électorales, certes, mais selon l'ordre d'arrivée, il était incontestable que Kabila venait en premier lieu. Tshisekedi, un juriste, devait dire oui et accepter, mais continuer à dire non pour exister politiquement, ça n'est pas non plus quelque chose qui doit rester comme vertu pour la postérité. Mais bon, le temps de parler de tout ça n'étant pas encore venu, je voudrais me focaliser sur par rapport à la date bonnes choses. Du 16 février aujourd'hui. Cette année, cette date est passée presque sans commémoration. Les gens ont même oublié que c'était le 16 février, la date où beaucoup de Congolais sont tombés. Madame, il n'y a pas plus grande commémoration pour réclamer la réouverture de la conférence nationale. Qu'est-ce que la majorité a par exemple fait par rapport à cette date? Monsieur Tshisekedi est mort. Nous sommes tristes. Moi je parle du 16 février. Non mais attendez, le 16 février est arrivé alors que nous étions encore en train d'imaginer comment enterrer les sphinx de Limété. Il n'y a pas plus grand événement aujourd'hui dans notre pays, dans notre famille Congo, dans notre maison République démocratique du Congo que celui-là. Et cela nous fait oublier ceux qui sont morts pour cette démocratie aussi? Non, c'est-à-dire, je n'essaye pas de mettre une hiérarchisation des morts. Qui sont tombés, je n'ose pas aller dans ce sens-là. Mais franchement, vous me parlez de 1992. Moi, je vous parle d'aujourd'hui. Et le peuple tout entier est presque tétanisé. Il faut que nous nous habituions. C'est-à-dire que c'était, ça aurait été, non, ça aurait été. C'est pour cela les Congolais on oblige parce que. Non, c'est pas. Attendez, nous ne disons pas la même chose. Vous oubliez. Non, nous ne disons pas la même chose. Vous savez, avant que le président Tshisekedi soit parti, il y avait des programmes où l'opposition voulait faire de la date du 16 février un événement de contradiction au niveau du pays. Ça veut dire, franchement, s'ils avaient continué, s'ils avaient maintenu ce programme-là, personne ne les aurait compris.
C'est quoi l'événement de contradiction? L'événement de contradiction, ils voulaient organiser des marches. Oui, c'est ça, c'est ce qui était prévu. Mais la marche est prévue dans la Constitution. Oui. La liberté de s'exprimer est constitutionnelle, M. Makolo Katambola. Vous n'allez pas empêcher les gens de marcher, de commémorer à leur façon. Posez-vous simplement la question, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas maintenu cette marche? Parce que personne n'aurait compris qu'au moment même où le président de l'UDPS, qui n'est pas rien dans le méandre de l'opposition congolaise et du pays tout entier, est encore dans son cercueil, qu'on fasse des activités comme cela. C'est ce qui a fait que l'on n'aille pas de ces côtés-là. Madame, on aura toutes sortes de marches, on aura toutes sortes de contestations, parce que nous sommes en démocratie, heureusement. Mais il est des moments où les contestations doivent s'arrêter. Et les moments de l'arrêt de ce type de contestations, c'est notamment les deuils. Est-ce que nous ne pouvons pas, ensemble, décider des obsèques de ce grand homme qui n'appartient pas qu'à sa famille biologique, qui n'appartient pas qu'à sa famille politique? Tshisekedi, c'est un homme public, un ancien premier ministre de ce pays, un ancien plusieurs fois ministre dans ce pays, quelqu'un qui va laisser un héritage important pour les générations à venir. Il n'appartient pas qu'à sa famille biologique, il nous appartient à tous. Donc il faut qu'ensemble, dans un esprit de fair play, on dise aux uns et aux autres, pardon, ramenez-nous les corps du vieux. Nous voulons enterrer notre papa. Il n'y a pas marchandage aussi par rapport à ces corps. Les drames... On en a parlé aussi. Les drames, c'est l'UDPS. On veut faire de la dépouille de cet illustre disparu une sorte de marchandise politique. Nous n'acceptons pas ça. Ça n'est pas digne. Nous sommes africains, nous sommes bantous. Et celui-là, c'était un grand monsieur de ce pays. Pardon, on ne doit pas fonctionner en termes mercantilistes. Penser que le corps du vieux peut constituer un objet de pression politique. Non, non, non. Il faut qu'à un certain moment donné, que la morale regagne un peu les arcanes de la vie publique. Pardon, bas la terre. Okay. Revenons aux bonnes dispositions. En tant que Bantou, on ne fait rien tant qu'on n'a pas enterré les morts. Et d'ailleurs, même quand on l'enterre, dans la société traditionnelle Bantou, on attend 40 jours pour faire quoi que ce soit d'autre. Donc, cette histoire qui consiste à marchander avec les corps du vieux, ça n'est pas acceptable. Je le dis comme fils de Tshisekedi aussi. Il était notre papa à tous. Nous ne voulons pas ça. Que l'UDPS arrête ces jeux-là. Et que les gens de je ne sais quel bord arrêtent ces jeux-là. Le gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que ce grand événement soit un événement réussi. Et que les gens qui veulent introduire des trucs du genre à créer le désordre autour de cet événement, si nous ne pouvons pas les arrêter, Dieu les frappera. Parce que ça n'est pas acceptable. Voilà, nous avons terminé avec ce dossier d'Etienne Tshisekedi. Nous prenons vraiment un angle à 180 degrés. Nous allons au ministère du Budget. Comme vous le savez, le ministre du Budget, mesdames et messieurs, avait tenu un point de presse qui avait soulevé, comme vous le savez, ça c'est mon expression préférée, un tollé de réaction par rapport à la tenue des élections. La phrase clé retenue lors de cette conférence que le gouvernement est incapable de réunir 1,8 milliard pour les élections, bien que le ministre du Budget ait démenti cette information quelques heures ou quelques jours plus tard, mais cela est ancré dans le mental du Congolais. Y aura-t-il des élections réellement en 2017? Avec Makolo Katambola, nous allons essayer de répondre à cette question. Et évidemment, la circulation de faux billets de 5 000 francs, moi-même j'en ai été victime de ces faux billets entre guillemets qui circulent à Kinshasa. Qui en sont les auteurs? Comment est-ce que le gouvernement
pallier à cette situation qui est en train de frapper les paisibles citoyens et évidemment la hausse des prix, hein, en tout cas aujourd'hui à Kinshasa la vie sociale est devenue intenable, insoutenable. D'ailleurs par rapport au carburant aujourd'hui, presque toutes les stations-service ne travaillent plus à plein temps. Donc les Kadhafi aujourd'hui sont en train de faire leur travail aujourd'hui. On achète du carburant que chez les Kadhafi. En tout cas, voilà un peu les grandes lignes de ce 4e condensé. Pierre Kangoudia face à la presse. Le ministre d'État, ministre du Budget, annonce plusieurs nouvelles pour cette année 2017. D'abord sur la situation budgétaire de l'année en cours. En ce qui concerne l'élaboration du budget de l'exercice 2017. Sur cette question, nous n'avons pas encore grand-chose à vous annoncer. Tout simplement parce que j'ai proposé des hypothèses qui doivent sous-tendre ce projet. Nous sommes encore à l'étape de discussion pour lever l'option finale. Nous relançons en ce moment tous les intervenants pour que cela soit fait au plus tard à la fin de cette semaine, afin que nous mettions rapidement en place la commission budgétaire. L'on note cependant des inquiétudes quant à l'organisation des élections prévues en décembre 2017. Le ministre d'État a déclaré qu'il est impossible pour le gouvernement de disponibiliser le 1,8 milliard de dollars demandé par la CENI pour les élections. C'est un problème à notre niveau. Je ne peux pas faire du formalisme. Nous sommes devant une réalité. Même si les perspectives semblent s'améliorer, il sera difficile de penser que nous puissions mobiliser 1,8 milliard cette année. C'est notre souhait. Mais à ce stade, je préfère tenir un langage de sincérité. Il est difficile que nous puissions mobiliser 1,8 milliard exigé pour la tenue des élections au cours de cette année. C'est ça la vérité. Autre inquiétude soulevée par Pierre Kangoudia, c'est la modicité de l'assiette fiscale pour alimenter le budget 2017. Sans refuser de plonger l'opinion dans l'espoir, l'homme reste tout de même optimiste. Il y aurait de la fausse monnaie en circulation. Bon, tant que je n'ai pas été saisi, tant que le ministère n'est pas saisi officiellement par les instances qui ont la charge de gérer la monnaie, moi je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Sincèrement, nous sommes concernés, mais je n'ai pas encore une information officielle. J'ai l'information diffusée par la presse, oui. Mais officiellement, nous ne sommes encore pas saisis. La prochaine réunion de la Commission économique et financière du gouvernement, la question sera à l'ordre du jour. Oui, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a invité le ministre des Finances, le ministre des Hydrocarbures est en déplacement, ainsi que le ministre d'État à l'économie nationale, pour examiner la nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Comme vous le savez, beaucoup de paramètres qui dictent la fixation du prix ont changé, notamment le prix moyen frontière. Il y a le taux d'échange, mais également le volume qui a fortement baissé du fait de la baisse même de l'activité économique. Rien que dans le sud du pays, le volume a baissé de moitié. Et à l'ouest également, il y a baisse d'activité. Ainsi, tous ces paramètres ayant changé, ceci nécessitait nécessairement l'adaptation du prix du litre à la pompe, bien sûr à la hausse, dans la mesure où le taux d'échange a changé. Et nous-mêmes, nous sommes partis de 939 francs congolais à 1154 000 francs congolais le dollar américain. C'est ce qui est dans la structure qui est en vigueur. Mais vous savez très bien aujourd'hui que le dollar s'échange à plus de 1300 francs congolais.
Ce sont toutes ces questions que nous avons examinées, mais nous nous sommes dit qu'en période difficile, nous devons voir s'il y a d'autres pistes qui pourraient nous permettre justement de réaliser quelques économies de manière à ce que si on devrait réajuster le prix, que ceci ne soit pas très douloureux pour le consommateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix de l'essence chez les Kadhafi aujourd'hui, le litre, c'est à 2000 francs. En tout cas, les conducteurs congolais sont en train vraiment de peiner. Comment faire pour pallier à cette situation? Batilouke vous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres qui ont changé aujourd'hui et c'est le peuple, au final, qui trinque, toujours. Oui, hélas. Ça montre combien c'est important de travailler d'arrache-pied pour sortir le peuple de cette situation qui est intenable. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce qui me fait plaisir, c'est de voir comment se comportent les ministres issus de l'opposition au sein du gouvernement. Maintenant, ils se rendent compte de la réalité qu'on leur disait avant. Quand on leur disait que la situation économique internationale a frappé notre pays de plein fouet et que notre économie avait commencé à connaître des difficultés qui ne nous ont pas permis d'être en phase avec les réalités, y compris de l'organisation des élections, on nous prenait pour des diables avec des cornes. Maintenant qu'on est tous ensemble, en train de regarder dans la marmite comment les choses sont en train de fonctionner. Vous avez vu ce qu'a dit le ministre d'État, ministre du budget, parce qu'il est confronté aux réalités des choses, même si je n'aurais pas utilisé ces phrases. Vous comprenez que lorsqu'on est au cœur de l'action, quand on est témoin des choses telles qu'elles sont, on a un autre regard et un autre fonctionnement. C'est ce que nous avons dit il y a quelques mois et aujourd'hui, nos amis de l'opposition qui sont au gouvernement aujourd'hui parlent mieux de ça que nous, naguère. Donc, comme pour vous dire combien, y compris cette question de la hausse des prix, ce sont des choses qui ne sont pas propres à la République démocratique du Congo. Ce sont des réalités répandues à travers le monde maintenant. Les économies mondiales sont en rude épreuve. Il faut que le travail se fasse et je félicite le Premier ministre qui s'est fait entourer de ministres sectoriels pour régler ces problèmes qui sont typiquement techniques. C'est vrai, Makolo Tamboula, l'économie mondiale est secouée, mais la République démocratique du Congo a ses particularités propres, la corruption, l'impunité et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le coulage des recettes, on en parle, les faux billets, il y en a aujourd'hui, même si je crois que la technique n'a pas pu nous balancer cet élément sur les faux billets. Aujourd'hui, ça existe, ce faux billet. La Banque centrale a donné des éléments pour pouvoir identifier aujourd'hui les vrais billets de 5000 francs et les faux billets. Donc, il y a des paramètres aussi spéciaux pour la RDC. Ça m'aurait affligé. Pour la RDC. Ça m'aurait affligé si vous m'aviez dit que la Banque centrale n'avait rien fait pour sonner l'alerte. Voyez que l'État, face à un problème, à un fléau, l'État joue son rôle régalien. L'État joue son rôle régalien d'alerter, y compris de faire le travail de renseignement nécessaire pour mettre la main sur ces gens-là. Mais attendez, madame, c'est un phénomène, encore une fois, qui n'est pas propre
au Congo. Les contrefacteurs, on en trouve même aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais attendez, la première opération à faire pour protéger la population, c'est ce que la Banque centrale a fait. On est tout à fait d'accord. On a sonné l'alerte pour dire, peuple, attention, parce que les destinataires de cette chose-là, c'est vous. Faites attention. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Les services sont en alerte maximale pour faire le travail de renseignement nécessaire qui permettra de mettre la main sur ces bandits. En fait, ces gens-là veulent casser notre économie. C'est une guerre et il faut pour ça que l'État et la population soient du même côté. Il ne faudra pas que la population pense que l'État ne fait rien. Bien au contraire, l'État a alerté, l'État fait le travail nécessaire pour traquer les malfaiteurs. Maintenant, ce qui est arrivé est triste parce que il faut voir les fils aujourd'hui dans des stations-service. Il faut voir comment on ressuscite tout d'un coup les Kadhafi avec tous les risques que cela comporte de vendre le carburant à la sauvette. Je suis convaincu qu'avec les réunions comme celle qui a eu lieu aujourd'hui à la primature, on va régler le problème. On va régler le problème par des concertations, en regardant du côté de la FEC, en regardant du côté du ministère de l'économie, parce qu'il faut voir comment régler la question des indices de prix. Vous savez, faisons en sorte de protéger le peuple, et c'est ce que le gouvernement fait. Est en train de faire. Nous allons maintenant à l'intérieur du pays, comme vous le savez, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le Kasaï, le Grand Kasaï, parce que avec le découpage, on ne parvient toujours pas à savoir combien le nom de ces provinces. Appelons ça Grand Kasaï. Aujourd'hui, au Grand Kasaï, il y a toujours des troubles. Le gouvernement a réagi par ce communiqué. Donc, plus de détails dans ce condensé. Ces images que vous voyez présentement font montre d'une atrocité supposée attribuée aux éléments des FARDC engagés contre le groupe terroriste opérant sous le label de milice Cameroun Sapou à Mwanza-Lomba dans la province du Kasaï oriental. En effet, en date du 21 décembre 2016, des accrochages ont eu lieu entre une patrouille des FARDC et des assaillants porteurs d'armes, de guerre, de chasse et d'armes blanches qui marchaient sur Mbujimaï, successivement dans les villages de Mwanza-Lomba, Kalengai et Katende à 25 km de Mbujimaï. Le communiqué précise qu'après 2 jours d'affrontement, les assaillants ont décroché et pris la fuite après que 13 d'entre eux, dont 2 femmes, avaient trouvé la mort. 3 armes à feu et plusieurs armes blanches ont pu être récupérées par les forces loyalistes, mais le film introduit dans les réseaux sociaux est vraisemblablement un montage réalisé après ces accrochages par des pourfendeurs du gouvernement. Tous les excès et abus signalés dans le chef des éléments des FARDC au cours de cette opération avaient été pris en charge conformément au code pénal militaire dès la fin de cette opération, a signalé ces communiqués signés Lambert Mende au Malanga. Il est aujourd'hui inquiétant de constater que de nouveaux foyers de tension se développent de plus en plus, notamment dans les Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental. Et actuellement, vous savez que c'est dans le Congo central. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Kimpese, Bazangungu, Songololo. Et il y a 2 jours, c'est ici à Kinshasa, avec l'attaque de 2 résidences du député Né Mwanda Semi. Nous nous sommes beaucoup inquiétés. Nous avons, de notre côté, considéré que d'abord, tout ce qui se passe dans les provinces de Kasaï, c'est le résultat de la mauvaise gestion des conflits coutumiers par les pouvoirs publics dans les Kasaï, Kasaï central et oriental. Aujourd'hui, selon plusieurs témoignages, il y a eu plusieurs décès, plusieurs blessés. Et beaucoup de gens se sont retrouvés dans la brousse jusqu'à ce jour. Donc,
avec tout ce qu'il y a comme conséquences humanitaires. Dans les Kasaï, s'il y a eu tout ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est parce que on n'a pas pensé arrêter physiquement et vif les responsables de ces mouvements, mais on a préféré directement les tuer. Donc, il faut que le gouvernement change de méthode pour que notre pays ne puisse pas connaître l'importation ou l'extension des foyers de tension autrefois connus à l'Est, que ça s'installe maintenant dans le centre du pays et ça gagne maintenant l'Ouest. Ça sera une manière de faire embraser l'ensemble de notre pays et ce n'est pas admissible. Macron Lokotambola, nous avons vu les images, le gouvernement a réagi, Lambert Mende a dit c'est un montage, Lambert Mende a dit c'est un complot international contre la RDC, mais nous avons des experts aussi, nous avons posé la question, on nous a dit c'est pas un montage, les images sont réelles, les images sont vraies, ce carnage a bel et bien existé. Alors l'image de la RDC à l'extérieur du pays, selon la Convention de Genève, qu'on doit protéger les prisonniers, même les adversaires en temps de guerre, n'est pas respectée. Attendez, on n'est pas des sauvages, madame, dans la RDC. Vous parlez avec quelqu'un qui connaît comment on fabrique des montages. Ça, c'est un montage pour vous? Je confirme ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Bien sûr que c'est un montage. Expliquez. Oui, parce que on peut aller exhumer des images et faire un reportage pour coller à ces images-là et montrer que c'était des choses récentes. Ces gens étaient en train de parler. Oui, bien sûr. On a cité les noms des commandants, je ne sais pas moi, des officiers. C'est ce qu'on appelle, montage. Vous savez, madame, quand on dit montage, c'est-à-dire donner une coloration vraie à quelque chose qui est fausse. C'est ce que ça veut dire, montage. Mais vous avez donc, c'est-à-dire pour que quelqu'un, les communs des mortels s'aperçoivent de la supercherie, c'est très difficile. Ça crée déjà les dégâts avant que les uns et les autres s'en aperçoivent et ça sera tard. Donc vous parlez à un spécialiste en la matière. Je connais comment on monte ces choses-là. Vous l'avez fait. Oui, donc c'est pour dire... Oui, bien sûr. C'est pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le porte-parole. Pour quel intérêt faire un montage comme ça et montrer... Mais l'intérêt, voilà l'intérêt. L'intérêt, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La communauté internationale a déjà sauté sur l'occasion, et ainsi de suite. Madame, avant d'aller là-bas, je vais vous dire, ça pose la question de la gestion des terroristes, de la gestion des hommes en armes. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai suivi dans le reportage un monsieur qui a dit pourquoi l'a-t-on tué? Et puis, la police, non, on n'a pas commencé. Ces messieurs-là n'étaient pas restés. Écoutez, madame. Mais on a suivi tous, mais regardez ce que je vais vous dire. Ces messieurs-là n'étaient pas paisiblement endormis dans sa maison. Ils n'avaient jamais pris les armes. Ils n'avaient jamais attaqué les postes de police et les postes de l'armée. Ils n'avaient jamais tué les populations locales. Que l'armée nationale est allée les canarder pour utiliser votre concept. Non. C'était quelqu'un qui avait pris les armes. On a demandé qu'il se rende. Il a refusé. Un peu à la Ben Laden. Si Ben Laden s'était livré, on ne se serait pas attaqué à lui comme dans une guerre, comme ça s'est fait à Abbottabad, au Pakistan. C'est pour vous dire, si moi, Makolo Kotambola, je suis dans ma maison, je vois l'armée venir me canarder, pour utiliser votre terme, là la communauté internationale peut crier, tout le monde va dire, ah oui, le Congo a mal agi. Mais c'est un terroriste. Ces gens-là sont des terroristes? Bien sûr qu'ils le sont. Oui. Donc même les terroristes ont droit à un traitement aussi dégradant? Non, ce n'est pas ça. On est dans une situation de guerre. D'abord, j'ai dit que la guerre qu'il y a là-bas aujourd'hui n'est pas celle qu'on montre ici. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, les populations qui sont là-bas ne dorment pas.
Mais les spécialistes la situation de là-bas... Non, attendez. Ils nous disent aussi que ce n'est pas un montage. On a posé oui, ça sera leur parole contre la nôtre. Et la vérité, elle est une. Nous sommes dans un état de droit. Les armes sont l'apanage de la police et de l'armée. Moi, Makoloko Tambola, je ne peux pas, même si je suis contre... Attendez, même si je suis contre le gouvernement, il n'est pas question pour moi de prendre les jeunes, de leur donner des chambres, de donner de l'idéologie à ces gens-là, de leur donner les armes, y compris des amulettes et tout ça, des statuettes. Allez là-bas, les balles ne vont pas vous pénétrer. Allez commencer à tuer les policiers, ils tuent les policiers. Commencez à tuer les militaires, ils tuent les militaires. Commencez à tuer les populations, ils commencent à tuer les populations. Ça terrorise, ce sont des terroristes. Ça terrorise les Kasaï. Qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? Un gouvernement responsable fait quoi? Oui, parce que c'est comme une Sampou, on croise les bras, que les gens meurent là-bas, les Kasaï ne nous appartiennent pas. Non, les Kasaï nous appartiennent. Attendez, madame, vous dites des choses. Non, mais vous dites des choses. Avec le M23, vous avez accepté de dialoguer. Le M23 a pillé, violé, tué, brûlé des cases. On a vu les images, mais avec le M23, vous vous êtes mis autour d'une table et vous avez parlé. Pourquoi ne pas avoir fait ça avec Kamola Sampou? Pourquoi ne l'avez pas fait avec le Mwanda Nsemi? Pourquoi pas? Pourquoi on a l'impression aujourd'hui... C'est quand même extraordinaire. Vous privilégiez l'Est, mais quand il s'agit de l'Ouest... Voilà les drames. Exactement, c'est ce que le président aujourd'hui a l'impression. Je vous en prie. Je vais écouter ce discours-là. Je vous en prie. Vous parlez encore une fois à quelqu'un qui s'appelle Makoloko Tambola, qui est natif de Kisangani, dans la province de la Chopo, qui est président de l'Union des victimes des guerres de Kisangani. Des gens sont venus de je ne sais où, se sont battus chez nous, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Donc, je connais les drames. Non, j'arrive. On doit gagner le temps. Cette impression de deux poids, deux mesures entre l'Est et l'Ouest. Il n'y a pas deux. C'est l'impression que ça donne aujourd'hui. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. J'aimerais que ça ne soit qu'une impression. Pourquoi? Et le drame de notre pays, il est là. Les gens croient qu'il faut qu'ils tuent. Après, on va les appeler en négociation. Qui a donné cette voie-là? C'est pour ça que... Alors maintenant qu'on commence à faire en sorte que ce type de choses n'arrive pas, vous dites non, il fallait rentrer à la négociation. Pourquoi on ne négocie pas? Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes avec Nemwanda Semi? Nemwanda Semi a tué les gens avant d'arriver au Mwana Sampou. Parce que c'est la même chose en fait. A tué les gens dans le Congo central il y a quelques années. Ça a provoqué ce que ça a provoqué. La police a fait le travail tollé général, communauté internationale, droits de l'homme. Comme si les victimes de Mwanda Semi ne valent rien que Mwanda Semi lui-même. Ça n'est pas acceptable que de laisser quelqu'un tuer, couper à la machette la population, et quand l'État intervient pour stopper mort d'homme, on dit droit de l'homme. C'est dramatique. La différence entre Nemwanda Semi et Gédéon, la différence entre Nemwanda Semi et Gédéon, c'est que Gédéon et Mwanda Semi, tous les deux, sont des cannibales, mais il y en a un qui a recommencé, qui a récidivé. Aujourd'hui, pendant que nous parlons tous les deux, Gédéon est dans une villa à Lubumbashi. Non, calme. Attendez. Il est dans sa maison à Lubumbashi, il a déposé les armes, il n'est plus en forêt. Il ne tue personne. Vous n'entendez pas qu'il y a mort d'homme autour de lui. C'est ça la différence. Quand quelqu'un fait amende honorable, on l'observe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Nemwanda Semi. Nemwanda Semi tue à la machette. Ça n'est pas acceptable. Nous restons ici, on apprend que nos frères de Songololo sont en train d'être tués à la machette. On pose la question pourquoi? Non, parce qu'il aurait aimé que lui soit au gouvernement, pas son vice-président. Aujourd'hui, on ne va pas l'arrêter. Arrêtez les Mwanda Semi carrément et montrer à la population, comme l'a dit Georges Kapiamba, qui a été arrêté, jugé et écroué. Alors, attendez, le travail qui mène à son arrestation est en cours. Il va répondre de ses actes. Parce que cette histoire qui consiste
à s'attaquer aux populations civiles, innocentes, à les couper à la machette. Et surtout quand l'État dit il faut stopper la chose, qu'il y ait une certaine opinion qui s'élève pour dire non, il faut négocier comme vous avez négocié avec les M23, comme si les M23 étaient une vertu. Vous l'avez donné cette impression que les M23... Il faut qu'on arrête désormais cette machinerie-là. Arrêtez de négocier avec les M23. Avec les M23, on les a tapés, ils ressurgissent, nous les taperons encore, comme aujourd'hui. Si les Mwanda ne dépose pas les armes, on lui dit, il refuse, on va aller l'arrêter. S'il oppose de la résistance, force devra rester à la loi. Et c'est le même cas pour les amis de Kamwina Sampou. Vous terrorisez la population, on essaye de vous en dissuader, vous refusez, l'État reste l'État. Droit, oui, mais dans un état de droit, force doit être à la loi et la violence doit être l'apanage du droit. Ok. Nous allons terminer, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de les nouvelles technologies de l'information. Et bien l'Angola, notre pays voisin, notre pays frère, comme aiment bien le dire les autorités, a déjà lancé en tout cas son premier satellite baptisé Angola Sat 1. Voilà. Et ils l'ont fait. Nous attendons peut-être RDC Sat 1. Peut-être que ça viendra quand on finira le deuil, quand on finira de dialoguer. Et on pensera peut-être au bien-être. Quand les Congolais comprendront comment aimer son... Voilà, et lancement de l'application mobile et la célébration de la Saint-Valentin. Nous avons pensé à une solution, une application mobile qu'ils téléchargeront sur Play Store. C'est une application Android dans leur téléphone et ça permettra justement de bénéficier de la dizaine de dépêches que nous produisons chaque jour sur l'actualité politique, sécuritaire et économique du pays. Alors, une fois qu'ils ont l'application, ils n'auront plus forcément à aller sur les sites. Ils recevront des notifications pour leur dire qu'est-ce qui se passe maintenant ici en République démocratique du Congo. Je donne un cas, tout le monde se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe à ma campagne aujourd'hui autour de la résidence des Némoine d'Antemi. Nous, on a une équipe qui fait que ce travail-là, qui va vous informer à l'heure ce qui se passe. Et c'est là les buts en fait de l'application mobile, c'est de permettre à notre public d'avoir directement accès à l'information, de ne pas se déplacer, mais de recevoir à partir de leur smartphone directement l'information. Pour que cette info soit accessible à tous, il faut des solutions qui soient aussi innovantes qu'adaptées. Il se trouve que notre public est 100%, pas 100%, mais en tout cas 80% composé d'un public qui utilise des téléphones Android. C'est comme ça que nous avons proposé une application Android qui descend non seulement au niveau des gens qui ont des téléphones à 200-300 $, mais des téléphones de 30 $, de 50 $, de 20 $. Ce sont des téléphones qui sont adaptés justement à l'application actualité.cd qui, à mon avis, est une application qui est adaptée, simple à utiliser. L'Angola est donc prêt à lancer son premier satellite baptisé Angosat 1, selon le ministre angolais des Télécommunications et des Technologies de l'Information, José Carvalho Darocha, qui révèle l'information. Les lancements interviendront au 3e trimestre de cette année 2017. D'après lui, le satellite ainsi que son centre de contrôle sont déjà prêts. Les 45 techniciens qui seront en charge du décodage des signaux d'Angosat 1 sont actuellement en formation. Le centre de contrôle sera basé dans la municipalité de Karouako. S'agissant des détails techniques, on apprend que l'Angosat 1, construit en Russie, aura une position orbitale de 14,5 E. Son poids de 1055 kg sera complété par un poids de charge utile à 3753 watts, sa bande de fréquence C, KU, et les nombres de répétiteurs 16C plus 6 KU offriront au satellite une durée de vie utile de 15 ans. Toutes ces considérations techniques permettront à l'Angosat 1 de couvrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe. Si les lancements se déroulent dans les bonnes conditions, l'Angola rejoindra alors le cercle très restreint de pays africains disposant de leurs propres satellites, notamment le Nigeria et l'Égypte.
Notons que la RDC a également initié un projet de lancement de satellites exécuté par la société chinoise China Great World Industry Corporation. Parmi les invités de marque de cette prestigieuse cérémonie tenue à Luanda pour annoncer le lancement d'Angosat 1, on note la présence de Gabriel Chabani, un homme d'affaires congolais ayant plusieurs entreprises en Afrique, notamment en RDC, en Angola, au Gabon et au Congo-Brazzaville. Dans cette boutique, vous trouverez des différents articles censés faire plaisir à votre amoureux. Bellissima Boutique est passée maître dans l'art de satisfaire les désirs des amoureux en ce mois de février qui célèbre l'amour. Mais cette année, l'ambiance est différente. Pas d'engouement, nous dit cette vendeuse. L'année passée, bon, il y avait déjà l'engouement depuis 2 semaines. Mais cette année, ça a commencé mollo. Mais hier et aujourd'hui, on n'arrête pas de travailler. Dans ce décor trifé de rouge, notre caméra a repéré quand même quelques clients, chacun a sa conception de cette fête. C'est la Saint-Valentin. Les gens essaient d'exprimer les sentiments d'amour, comme durant l'année, on a parfois du mal à faire des petits cadeaux, si ce ne sont pas des anniversaires ou bien des occasions un peu spéciales. Je crois que là, les amoureux trouvent la période auquel ils essaient de montrer qu'ils peuvent faire un peu plus que d'habitude. C'est vrai que le cadeau en est fait presque tous les jours, mais aujourd'hui, parce que soi-disant c'est une fête des amoureux, nous achetons un de plus des cadeaux pour le faire plaisir. Je crois que le plus grand amour, c'est celui que Dieu a manifesté. Et envers nous, en nous donnant son Fils Jésus-Christ, et faisons tout dans le Seigneur, en passant cet amour-là. Dans l'ordre, dans la discipline, comme Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix, que les jeunes gens, que les couples qui fêtent, les fêtes dans l'ordre, et c'est là selon le Seigneur. La Saint-Valentin, la fête est associée aujourd'hui à un moment d'échange mutuel, mais elle prend parfois des allures inquiétantes. Certains l'assimilent à une journée de débauche autorisée. Pardon, votre mot est deux fois aussi imprononçable. Bon, je vais y arriver. C'est tout un programme. Makolo Kotambola, vous avez aperçu Gabriel Chabani en Angola, là où s'est passée la cérémonie du lancement de leur premier satellite. Cela donne vraiment l'image qu'en RDC, on est distrait. On pense vraiment, je le répète encore, aux futilités qu'au développement réel de ce pays. Si votre question est une interpellation, à nous tous, vous y compris, je la reprends à mon compte. Parce que, très sincèrement, il faut que nous regardions au développement. C'est pour ça que la classe politique doit arrêter cette infantilisation qui consiste à rechercher son propre positionnement au lieu de regarder aux vrais problèmes du pays et du peuple. Il faut le développement, mais avant d'en arriver là, il faut manger, il faut produire dans le pays, faire en sorte qu'on ait de quoi vivre et faire en sorte de créer de monter des stratégies qui permettent de créer de la richesse, y compris sur le terrain qui s'ouvre à nous maintenant de nouvelles technologies de la communication. Ça, c'est un investissement énorme et j'imagine que dans les années à venir, l'Angola va gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc, il faut investir. Mais pour investir, il faut que la classe politique soit unie. Il faut que la classe politique soit responsable. Il faut que les gens comprennent qu'on ne doit pas passer notre temps à dialoguer. Depuis 1960, nous ne faisons que dialoguer et on ne met pas de l'argent de côté pour les développements. Voilà ce que le président de la République a demandé à nos amis de la Cinco et j'espère que nos amis de la Cinco vont faire très bien leur travail. Bon, maintenant que l'IDPS commence à terroriser la Cinco avec les saccages des églises, moi je ne parle jamais en l'air, madame. Ça devient inquiétant. Il faudrait que les uns et les autres soient unis, regardent dans la même direction et pensent au peuple. Un petit mot pour terminer par rapport à l'application mobile de Patient Ligodi et à la Saint-Valentin, en quelques poussières de secondes. C'est quand même un jeune qui se bat pour ouvrir ce monde des nouvelles technologies. Mais très bien, vous savez, j'aime beaucoup ce que fait Gabriel Chabani.
Franchement, coup de chapeau, il travaille. C'est un bon filon qu'il est en train de... Ça, c'est Patient Ligodi. Pour Gabriel Chabani, c'est le solaire. De suivre. Et c'est formidable. Je parle de lui d'abord en tant qu'un homme de médias, mais un homme de médias, y compris dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. S'agissant de ces jeunes qui travaillent, mais à travers lui, je vois toute cette constellation d'hommes et de femmes aujourd'hui qui découvrent les médias sur les nets, qui découvrent les nouvelles technologies de la communication. C'est très bien et ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est créateur d'emplois. Voilà. Donc nous avons besoin de la création. Bon, la Saint-Valentin. Une fête satanique, une fête des amoureux, pour vous en amour. Je suis pasteur, donc je ne fête pas Saint-Valentin. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, mais ce n'est pas une histoire de mots. Ce n'est pas une histoire de termes. Quand j'aime ma femme, je l'aime. Quand ma femme m'aime, elle m'aime. Oui, mais ça, c'est tous les jours. Je n'ai pas besoin d'un 16 février pour lui montrer que je l'aime. Donc, aimez vos femmes, maris, et femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà. Parole du Seigneur. Paul l'a dit déjà au 1er siècle. Au 1er siècle. Merci en tout cas à Makolo Kotambola d'avoir accepté d'être à la barre. Je le dis toujours, l'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à Guy Lukoki et à Papi Mondeki à la régie finale. Et bon début de semaine à vous tous, mesdames et messieurs, en tout cas, et merci à Marcia Création qui m'a habillé aujourd'hui. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.